Nous avons exposé les risques. Maintenant, nous allons voir comment y faire face en 1 heure. Hein, c'est pas un problème. Est-ce que nos forces et nos stratégies sont adaptées aux risques géostratégiques actuels et à toutes leurs nouveautés? Quelles réorientations, quels ajustements sont nécessaires, avec quels moyens? Nous allons voir cela avec Christian de Boissieu, professeur d'économie à Paris 1, professeur aussi au Collège d'Europe à Bruges, encore un Européen. Il est auteur de plusieurs livres et membre éminent du Cercle des économistes. Marwan Laoud est directeur général à Airbus, ex-directeur général. Pourquoi? Depuis le 28 février. Bon, très bien, mes fiches ne sont pas à jour. Alors, il va se présenter lui-même. Il est, en tout cas, à l'origine, ingénieur en chef de l'armement. Ça, c'est toujours bon. Et donc, Laurent Collet-Billon, vous êtes toujours directeur général de l'armement? Délégué, voilà, délégué général, DGA. On dit toujours DGA, alors on ne connaît pas les. Voilà, depuis 2008. Hein. Et vous avez d'ailleurs fait toute votre carrière à la DGA, c'est ça? À l'exception d'un bref passage de passage au cabinet d'André Giraud, d'un bref passage dans l'industrie, au moins tout seul, presque j'ai réussi à couler la tête. Très bien. Alors, les règles du jeu sont les mêmes que pour le panel précédent. Et comme vous n'êtes pas, aucun d'entre vous n'est chef d'état-major des armées, je me permettrai de vous couper la parole si vous dépassez. Si vous dépassez si vous dépassez, ah oui, non, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Alors, Marwan, on va commencer par vous. Vous avez donc 10 minutes. Alors, la question posée est beaucoup trop large pour moi et je ne vais pas m'élever au-dessus de mes compétences. Moi, je vais parler d'industrie. La question posée, est-ce que nos capacités sont adaptées au risque? Je laisserai le soin à Laurent Collet-Billon. Je laisserai le soin. Ok. Moi, ce que je voudrais mettre en avant, j'ai écouté attentivement tout à l'heure la profession de foi du général de Villiers sur l'industrie de défense. Et mon point de départ va être un point de provocation qui est que l'industrie de défense n'existe plus. L'industrie de défense n'existe plus parce que depuis le début des années 90, tout le travail qui a été fait pour restructurer cette industrie a consisté à la rendre complètement duale. Alors je sais, il y a toujours une objection en disant « oui, mais moi, je ne fais que des missiles ou je ne fais que des bateaux de guerre et donc je ne suis pas dual, je suis totalement militaire ». Ce n'est pas vrai si on considère les structures, si on considère les superstructures. Je peux affirmer avec une quasi-certitude qu'au premier rang, il n'y a plus d'industrie de défense. Il n'y a que des industries qui contribuent à la défense et qui sont dans des secteurs industriels larges, aéronautique, électronique, électromécanique, des choses comme ça. Mais c'est plus indirect, on va dire. Bon. Et cette évolution, elle a été salutaire pour traverser les années compliquées que nous avons vécues après les dividendes de la paix. Hein, il fallait qu'il reste une contribution industrielle possible à l'effort de défense. Et le seul moyen était d'élargir la base et donc d'être duo. Est-ce que ce mouvement est aujourd'hui toujours d'actualité? Je suis convaincu que oui. Et je suis convaincu que l'évolution de notre industrie doit continuer de s'inscrire dans cette démarche de dualité accrue. De même que le mouvement qui s'est passé au cours des 20 dernières années sur le changement de la structure de contrôle, le changement de la structure d'actionnariat de l'industrie doit se poursuivre. Je parle de privatisation au fond. Et il faut aller plus loin encore
pour justement mobiliser en une période non pas de disette, parce que je ne vais pas vexer le général de Villiers qui est parti, ni Laurent Collet-Billon qui est toujours là, mais les moyens sont rares, les ressources sont comptées, il n'y a pas besoin de lire le journal tous les jours pour s'en rendre compte. Et donc, l'État doit mobiliser son capital immobilisé d'une manière autre que celle de disposer de sièges ici ou là dans les conseils d'administration. Jusque-là, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes, en tout cas de continuer dans le sens de choses qui sont déjà engagées. Il y a de nouveaux risques. Les nouveaux risques viennent du fait qu'un tel mouvement de diversification, une telle approche duale, internationalise forcément les entreprises. Il n'y a pas le choix. Les marchés intérieurs, que l'on considère un marché intérieur français ou que l'on considère un marché intérieur européen, ne sont pas suffisants. Et donc, toutes ces entreprises ont une empreinte internationale qui est croissante et dont la croissance s'accélère. Je parle de dérivée seconde. La dérivée seconde est largement positive. Et dès lors qu'elle s'internationalise, le risque est double. La défense, par définition, est liée à une identité. Donc ces entreprises qui contribuent à la défense, comment font-elles dans un contexte international pour conserver une identité forte qui leur permet d'être un pilier de cette activité de défense? Et deuxièmement, ces entreprises qui sont internationales, dans un monde de technologie et dans un monde ouvert, sont particulièrement vulnérables à des agressions dans le cyberespace. Comment ces entreprises se protègent-elles dans le cyberespace? Ça, c'est un risque qui est très important et pour lequel, je crois, nous n'en sommes aujourd'hui qu'au balbutiement en matière de parade et en matière d'organisation de nos structures de protection. C'est toujours la course entre le bouclier et la lance, la cuirasse et le sabre, mais au fond, ça va tellement plus vite que je suis convaincu que ça va bouleverser, y compris les structures et l'organisation de nos entreprises. Je voudrais conclure, et comme ça je reste dans mes 10 minutes imparties, en disant, quel que soit l'effort de défense qui sera retenu en France, quelle que soit l'évolution des structures ou des organisations européennes, et je ne rentre pas, j'écoute, je suis un ancien militaire, donc j'obéis au chef d'état-major des armées qui ne dit pas d'idéologie, donc je ne discuterai ni l'approche communautaire ou l'approche latérale ou bilatérale ou multibilatérale. Je dirais juste que quel que soit l'effort, ce que l'industrie réclame, ce dont ont besoin ces entreprises qui sont, comme je le disais, duales, c'est de la visibilité, de savoir où on va. Leur capacité d'adaptation, elles l'ont montré par le passé, elles le montrent aujourd'hui. Quelles que soient les orientations retenues, le plus compliqué, c'est le stop and go et le demi-tour. Tout le reste, elles sauront gérer. Merci. Merci beaucoup. Christian de Boissieu, c'est à vous ensuite. Ah, vous préférez? Comme vous voulez. Oui. Je crois que ça ne pose pas de problème. Non, je vais revenir très brièvement sur quelques données de base. Notre défense est d'abord fondée sur un principe de base qui est la souveraineté. Europe, OTAN, autre chose permettant. De toute façon, notre principe de base à nous, en France, c'est la souveraineté. Et la souveraineté, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de souveraineté sans industrie forte. Cette industrie forte est pour partie résidente sur le territoire national, pour partie résidente ailleurs. Ça rejoint les problèmes d'internationalisation qu'a mentionné Marouane. Pas d'industrie forte également sans capacité d'innovation technologique forte. C'est complètement évident. J'y reviendrai. C'est un domaine qui est principalement soumis à la loi de la demande plutôt que de l'offre.
Et donc on est également dans un domaine où le financement des États est quelque chose d'absolument impératif. Il y a rarement d'offres spontanées dans le domaine militaire sur des équipements importants. J'ai jamais vu ça de ma vie, en tout cas. Toi, voilà. Donc l'intervention des États en tant que prescripteur est quelque chose qui demeure et qui est tout à fait fondamental. Ensuite, il n'y a pas d'innovation technologique sans un État qui sait vaguement de quoi il parle. Donc il faut un investisseur étatique qui soit à peu près au goût du jour, qui soit capable de comprendre plus ou moins bien, mais comprendre quand même ce que font les industriels, ce qui est proposé aux États, ce qui peut être proposé aux États et les directions dans lesquelles il faut aller. Nous devons donc disposer dans un monde qui est extrêmement compliqué. Le général de Villiers l'a décrit, résurgence des États-puissance, terrorisme islamiste, etc., d'une panoplie qui est extrêmement vaste et qui bouge tous les jours. Ce problème nous pose des difficultés dans la mesure où nous devons être à la fois capables d'investir sur des choses extrêmement lourdes, sous-marins nucléaires de 3e génération à l'horizon 2035, quelques dizaines de milliards d'investissements, comme sur des choses à beaucoup plus court terme, beaucoup plus agiles et beaucoup moins onéreuses peut-être, mais qui demandent également beaucoup de présence d'esprit. Donc là, on a une dualité d'action qui est compliquée dans les organisations qui sont celles de l'État aujourd'hui. Il faut en être conscient également. Nous devons également adresser des technologies qui sont très lourdes, à effet très long, l'hypervélocité des missiles, par exemple, quelque chose qui concerne les missiles qui vont aller à Mach 7 ou Mach 8. On est devant des investissements qui vont prendre probablement 20 à 25 ans en termes de technique pour arriver à des degrés de maturité qui soient à peu près corrects, disons. Donc, on est sur des constantes de temps extrêmement longues, combinées à des constantes de temps extrêmement courtes. C'est une caractéristique du milieu. Ensuite, compte tenu de ces constantes de temps, comme nous avons des moyens limités, en France comme en Europe, nous n'avons pas la possibilité d'explorer toutes les voies technologiques qui peuvent s'offrir à nous à un instant donné, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. Eux, c'est facile, tac, 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 on explore un peu partout, dans toutes les directions qui se présentent, et on finit par trouver la bonne voie. Nous n'avons pas cette possibilité-là, malheureusement, financièrement, et il faut en tenir compte, donc on doit être plutôt smart et pas trop se tromper dans les choix qu'on fait, puisque ces choix, on peut avoir des incidences à 20 ou 25 ans. Cette problématique nous force également à capter les innovations sur le marché de manière à pouvoir les réinjecter le plus rapidement possible dans nos systèmes. Là aussi, c'est une problématique de jeu de jambes qui est radicalement différente. Qu'est-ce qui se passe dans les PME? Qu'est-ce qui peut nous intéresser? Comment l'attrape-t-on et comment peut-on le mettre en service opérationnellement? Autre phénomène qui constitue un risque global pour l'écosystème de défense, la révolution numérique. La révolution numérique, tu l'as mentionné, big data, intelligence artificielle et risque de cyberdéfense et donc de cyberattaque et donc nécessité d'avoir une cyberdéfense extrêmement développée. Tout ça, ce sont des choses auxquelles les industries sont lourdes au moins, sont relativement peu préparées. C'est en train de nous péter sous les pieds, ça pète également sous les pieds de l'État, il faut en être conscient. L'État n'est pas du tout prêt à ce genre de gymnastique. Moi, je fonctionne dans un code des marchés publics qui m'impose des constantes de temps extrêmement lourdes en termes de publicité des acquisitions, de conduite des appels d'offres, etc. Et c'est probablement absolument pas compatible d'un fonctionnement d'une société qui se veut de plus en plus numérique et de plus en plus réactive et flexible. Là, il y a une véritable problématique qui va se poser aux prescripteurs que je représente à l'heure actuelle. Alors, la question, de fond, c'est comment va-t-on travailler dans le futur? Est-ce que je vais continuer à envoyer à mon ami Marwan 600 kilos de papier pour spécifier des choses, ou est-ce qu'on fera ça de manière un peu plus intelligente? La problématique est simple, si je lui envoie 600 kilos de papier, il me dira que les gens chez lui ne savent plus lire le papier. Et donc, comment fait-on? Donc, cette problématique s'adresse évidemment à tous les services de l'État, pas simplement à la DGA, mais elle finira par concerner également les officiers des armes. Autre risque, le risque concurrentiel. Le risque concurrentiel, il est extrêmement simple, c'est d'abord celui des États-Unis. 600 milliards de dollars de budget, plus 9%, a décidé M. Trump, donc voilà, avec probablement de l'ordre de 70 à 75 milliards de R&D, plus une vingtaine de milliards en black programme. Vous voyez, on est sur quelque chose qui, en termes technologiques, représente un effort d'investissement global de la part des États-Unis d'une centaine de milliards de dollars par an. Je vous laisse faire la comparaison avec la somme des budgets européens dans le domaine. On est très loin du compte. Est-ce que nous allons, en Europe,
globalement, arriver à suivre le train qui est imposé par ces concurrents-là. La Chine doit produire un effort qui, même si en termes monétaires il n'est pas tout à fait comparable, est absolument sommital également. Et donc, problème de fond. Problème économique. L'effort de défense se mesure par rapport au PIB. Manifestement, 2%, c'est dans toutes les têtes maintenant. Le général de Villiers l'a rappelé. Mais 2% de quoi? Du PIB? Quel PIB? On ne sait pas très bien ce qui va être. Nous travaillons aujourd'hui sur une hypothèse qui est celle qui nous est fournie par les services officiels, par Bercy, qui consiste à dire que le PIB va augmenter de 3,6% par an pendant toute la période concernée. Donc voilà. Donc une part de 3,6, 1,8 en volume et 1,8 en inflation. Voilà. Voilà. Donc c'est bien 3,6. Ah non, mais attends, je parle en prix, pas en volume. Attends, voilà. Donc là aussi, et à quelle échéance? Donc tout ça va conditionner l'exécution d'une loi de programmation qui doit être définie d'ici la fin de l'année, mais enfin qui va être largement préemptée par les choix économiques qui vont être faits. Concurrence également, celle de l'Allemagne. L'Allemagne, 2% du PIB, ça fait 65 milliards d'euros. Voilà. Donc on est très très loin des 33 milliards d'euros du budget actuel français. Donc, au fond, il y a une conclusion qui s'impose, on n'a pas le choix. Il faut s'accrocher au wagon allemand quelque part et arriver à créer les synergies suffisantes pour qu'on puisse bénéficier de l'effort économique général de l'Allemagne. Enfin, je ne pousserai pas plus loin le discours parce que ça pourrait être pris pour de la malversation. Risque capitalistique également. Risque capitalistique, nous voyons aujourd'hui la prédation permanente de PME dotées de savoir-faire éminents par des capitaux étrangers, que ce soit des capitaux américains, des capitaux chinois ou autres. Notre tissu est extrêmement riche, extrêmement créatif et il intéresse beaucoup de gens. La problématique, c'est que nous n'avons pas d'outils de défense en face, ni de loi particulière on n'a pas d'autre loi que la réglementation sur les investissements étrangers en France, qui n'est pas très coercitive, et nous n'avons absolument pas les dispositifs prévus dans la législation américaine. Nous n'avons pas non plus de fonds permettant d'investir dans les sociétés de manière radicale, permettant de créer des poison pills à l'intérieur de ces sociétés, du capital de ces sociétés. Ça manque également. Internationalisation, tu l'as mentionné, les grandes sociétés sont maintenant de moins en moins françaises, de moins en moins européennes, et leur champ d'action est tellement international qu'au fond, leur centre d'intérêt se déplace très très nettement. Voilà, je crois que, je m'arrêtais là aussi, je crois que pour moi, le très court terme, c'est la perspective de la révolution numérique qui va nous pousser à avoir des comportements radicalement différents. Ça se voit dans l'industrie aujourd'hui, il faut absolument que ça se voit dans les services de l'État également. Sinon, à l'arrivée, le prescripteur ne sera plus à la hauteur, et comme dit Bourvil dans le Cornio, ça marchera beaucoup moins bien, forcément. Merci beaucoup pour cette présentation très optimiste. Ah oui, on va trouver les solutions après. Christian, d'ailleurs, va nous en trouver tout de suite. Je vais essayer de trouver autre chose, mais ou dire la même chose d'une autre façon. Je voudrais, d'abord, tu l'as dit Sylvie, je suis membre du Cercle des économistes, je suis également impliqué dans la chaire qui nous rassemble aujourd'hui à l'IHEDN, puisque je préside le conseil scientifique de cette chaire, dont le titulaire est dans la salle, Jean Belin. Voilà. Je rends à César ce qui lui appartient. Il y a 2 Césars. Nous sommes sous la coupe de 2 Césars, le Cercle des économistes et cette chaire IHEDN. Moi, je voudrais, au fond, on a l'impression que la table ronde précédente parlait de macro et que celle-là parle de micro. Je caricature un peu. Stratégie d'entreprise. Et on est tous d'accord, je crois, pour dire que le questionnement et les réponses se trouvent vraiment à l'articulation de la micro et de la macro. Ça, je crois qu'on est tous d'accord, et c'est ce que je vais essayer de développer rapidement autour de 3 thèmes. Premièrement, premier thème, dans ce contexte de fortes contraintes budgétaires, il y a un retour d'une problématique sur laquelle je travaille un peu sans aucun monopole, qui est la problématique de l'efficacité des dépenses de défense. Et on en a parlé sans utiliser l'expression, mais l'idée y était déjà. Et vous allez en parler à travers les multiplicateurs. Je voudrais simplement, pour le débat,
Dire qu'aujourd'hui, je suis moi au milieu du gué, et loin d'avoir débouché sur une conclusion ferme sur cette approche d'efficacité. Quand j'étais petit, je rappelle quand même que le PPBS américain et la rationalisation des choix budgétaires en France, au départ, se sont appliqués à la défense. McNamara, PPBS. Et ensuite, ça a été appliqué à d'autres ministères, j'allais dire civils. Bon, donc la défense a toujours impulsé la problématique de l'efficacité et la mesure de l'efficacité. Aujourd'hui, pourquoi je suis un peu au milieu du gué? C'est parce que je navigue entre trois concepts d'efficacité. Il y a l'efficacité des dépenses de défense mesurée en termes capacitaires. C'est ce qu'évoquait le général de Villiers. C'est-à-dire, est-ce que les dépenses qu'on affecte à la défense permettent en quelque sorte d'atteindre les capacités dont on a besoin à l'intérieur et à l'extérieur, pour se projeter à l'extérieur sur des théâtres d'opération. Ça, c'est la définition capacitaire. Il y a une deuxième définition que vous avez abordée l'un et l'autre, et qui est importante, c'est l'efficacité des dépenses de défense envisagée du point de vue de leur impact industriel. Bon, quelle que soit la définition qu'on donne de l'industrie de défense, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Marouane, moi j'ai toujours cru qu'il fallait une approche, avoir en tête le caractère dual de tout ça, si on veut essayer de comprendre quelque chose. Dans mon expérience de membre du Conseil économique de la défense il y a quelques années, devant certains, je me faisais tuer chaque fois que je disais il y a de l'innovation, de la R&D dual. Mais je continue à le dire parce que je pense, comme vous deux, que c'est important. Deuxième concept. Et puis, il y a un troisième concept d'efficacité, celle que vous allez développer. L'efficacité mesurée en termes de multiplicateur keynésien qu'ordonne 1 euro dépensé dans la défense, direct et indirect, en termes d'emploi économique, social. Je fais la remarque suivante, c'est que je vois au moins ces trois approches. Je pense qu'elles ne débouchent pas nécessairement sur les mêmes décisions politiques. Et que une partie du débat aujourd'hui, quand on retravaille en 2017 sur la problématique de l'efficacité des dépenses de défense, ça consisterait à jeter des ponts, des passerelles, à voir ce qui est cohérent, ce qui n'est pas cohérent. Voilà, c'est mon premier sujet. Deuxième sujet, gérer la contrainte budgétaire tout en essayant de rester, au fond, sur ce que les économistes appellent la frontière technologique. Bon, et moi, je pense, comme Marouane l'a bien affirmé, je pense que la plupart des industries, des entreprises de défense sont effectivement duales. Alors, du côté américain, on avait tendance à dire, quand j'étais petit, je crois qu'on le dit encore maintenant que je suis vieux, qu'il y a beaucoup d'exemples où la séquence va du militaire vers le civil, du côté américain. Ce qui serait intéressant du côté français ou du côté européen, c'est de voir ce qui est simultané, c'est-à-dire ce qui rend impossible un séquencement et une étude de causalité entre civil et militaire quand on approche cette dualité en termes d'innovation, de recherche et de développement, et au contraire, par rapport à la simultanéité, ce qui est séquentiel et dans quel sens ça se passe. Je n'ai pas la réponse à ma question, mais vous qui avez l'expérience de la pratique des 10 entreprises, ça serait peut-être intéressant que vous puissiez apporter des précisions. Je dis simplement que sur ces problèmes de contraintes budgétaires, moi j'entends, j'ai pas mal travaillé sur les problèmes de mutualisation. Bon, je vais prononcer un mot qui n'a pas encore été prononcé à ma connaissance, le mot Brexit. Je pense que le Brexit, c'est l'occasion effectivement de travailler sur ce triangle, qui n'est pas le triangle de Weimar, mais qui est le triangle France, Allemagne, Grande-Bretagne. Et que sur ce terrain-là, je suis persuadé que la position allemande, qui a toujours été, pour des raisons historiques qu'on connaît bien, un peu réticente à s'engager ou à donner un signal fort d'engagement dans des dépenses militaires, que le divorce avec le Royaume-Uni, du point de vue multilatéral, rend nécessaire l'utilisation de ce triangle pour faire des économies, pour mutualiser un certain nombre de dépenses. Et moi, je ferai la proposition, en quelque sorte, que l'esprit du traité de Lancaster House, bilatéral France-Grande-Bretagne, à mon avis, peut très bien présider
à l'esprit de la construction de ce triangle. Alors, Lancaster House, ça a été le drone, ça a été d'autres éléments qui sont en cours de... Et à mon avis, Lancaster House, mon hypothèse, c'est que Lancaster House va résister au Brexit. Et au contraire, d'une certaine façon, moins on fait de multilatéral, plus il faut faire de bilatéral. Bon, et donc là, c'est du trilatéral qui est dans le débat. Et je termine par un troisième point qui concerne la dimension entreprise que vous avez remarquablement ouverte l'un et l'autre. Donc j'apporte mon écho avec modestie sur deux sujets. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord une réflexion sur les grandes et puis une réflexion sur les petites entreprises. Tu as parlé des PME, j'y reviendrai en un mot. Sur les grandes, je pense que on est quand même, il y a encore des grandes manœuvres à venir dans le secteur. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a encore un potentiel d'économie d'échelle dans pas mal de ces secteurs et que, au fond, le débat, c'est la concentration, si elle continue, est-ce qu'elle est, j'allais dire, franco-française ou multinationale ? Il faudrait travailler un peu sur des modèles multinationaux que vous connaissez mieux que moi. Je pense MBDA pour le franco-britannique, Thales qui est effectivement français, certes, mais à l'articulation de plusieurs pays également, et franco-britannique également, mais pas que. Voilà, moi je pense qu'on est... Si les pays, si on a le triangle que j'évoquais tout à l'heure, France, Grande-Bretagne, Allemagne, sera forcément des contreparties en matière industrielle. La micro et la macro se rejoindront. Bon, ça c'est ma remarque sur les grandes. Sur les PME, on s'est retrouvés avec Marouane et Laurent autour de la table d'exercice de groupe de travail du CED, quand il existait, sous la forme de Conseil économique de la défense. Je me souviens... On disait déjà il y a quelques années, s'il y a un domaine dans lequel un Small Business Act aurait un sens, c'est bien le secteur de la défense. Les marchés publics de défense, faire en sorte de réserver une partie significative des marchés publics de défense aux PME, prendre la définition européenne des PME, ou on prend notre définition. Moi, je constate que sur ce débat, sur le Small Business Act, en général, transversal, et en particulier dans le secteur de la défense. Je me souviens que Mme Lagarde, quand elle était ministre des Finances, en avait beaucoup parlé. J'ai l'impression que l'Europe est totalement au point mort sur ces sujets, qu'on n'a pas avancé, que l'idée reste bonne, parce que je ne sais pas si vous avez dans vos multiplicateurs un volet PME, mais ce qui m'intéresse, c'est que quand... Non, mais je dis ça un peu rien parce que je sais que c'est impossible. Donc je connais à la fois la question et la réponse. Déjà, si on arrive à travailler sur des tableaux input-output, quand on calcule des multiplicateurs pour avoir un impact sectoriel, c'est déjà relativement intéressant, mais on n'arrive pas au niveau de l'entreprise. Mais je suis persuadé que par rapport à des problèmes de frontières technologiques, de capacité d'innovation, il ne faut absolument pas négliger le tissu des PME et ETI. On a toujours l'impression que l'innovation, la R&D, ça vient des grandes. Bon, qui ont les moyens. Mais quand vous regardez ce qui se passe avec le numérique, les nouvelles technologies, importance essentielle et fondamentale du tissu des PME. Donc je voudrais qu'on travaille un peu plus sur les problèmes de diffusion. Sur les problèmes de diffusion des dépenses de défense sur l'ensemble du tissu industriel et de voir comment, au fond, améliorer ces partenariats entre les grandes et les petites. Merci de votre attention. Merci beaucoup, vous êtes absolument parfait, à la fois sur le contenu et sur le timing. Marouane Laoud veut réagir à ce qui a été dit précédemment. Je me permettrai juste une petite remarque à ce que vient de dire Christian de Boissieu sur le triangle, qui est effectivement une hypothèse tout à fait séduisante, mais est-ce que, étendre les accords de Lancaster House à l'Allemagne, il y a une condition politique pour ça et même culturelle, je dirais, non, sur la mentalité un mot, allemande, je te réponds tout de suite. Oui. Je crois que j'ai dit l'esprit des accords. Ça ne veut pas dire la lettre. Oui, non, mais même, je veux dire, c'est vrai que ce qui a été dit à la table ronde précédente, ce qui se passe en ce moment avec les États-Unis encourage un mouvement vers l'unité européenne.
Mais il reste que même s'il y a ce discours en ce moment en Allemagne sur la nécessité d'augmenter le budget de défense, sur un réalisme, je crois, un peu plus grand sur le besoin de sécurité et leur attitude sur la défense et la façon de conduire la sécurité reste quand même très différente de celle de la France et de la Grande-Bretagne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais Marouane, allez-y. Je vais peut-être... Je n'avais pas prévu de parler de l'Allemagne, mais je vais peut-être te répondre tout de suite, Sylvie, sur le sujet. Le temps fait son effet. Les gens qui avaient 10 ans en 1945 ont plus de 80 ans aujourd'hui. Et il y a toute une évolution de l'enseignement secondaire en Allemagne. Les pages qui étaient effacées, les pages d'histoire qui étaient effacées, un petit peu cette mission d'oubli que Adenauer et d'autres ont promu, tout ça c'est terminé. Et l'évolution de la culture, des mentalités, de l'approche du citoyen allemand de la question de sécurité est en train de changer. Et donc, je suis aujourd'hui optimiste quand je dis la puissance économique européenne, l'Allemagne est la première puissance économique européenne, est sur le point d'accepter dans sa culture d'assumer des responsabilités qui vont au-delà de cette puissance économique. Et il faut, comme disait Laurent, qu'on profite de cette locomotive pour démarrer un petit train. J'écoutais Christian sur la fertilisation croisée en matière de technologie et d'innovation, et c'est là-dessus que je voulais réagir. Au fond, Christian, le sens de l'autoroute est plus un argument de vente et de marketing qu'une réalité. Comme toujours, toute segmentation est erronée parce qu'elle repose sur des critères, mais il en faut bien une. Donc on va en prendre une en fonction du niveau de rupture technologique d'un côté et du niveau de rupture de business model, si tant est que business model veuille dire quelque chose en matière de défense. En fait, on va dire de concept opérationnel plutôt que de business model. Grosso modo, on va classer les technologies en 4, ou les innovations en 4 catégories. On va avoir l'innovation business as usual, c'est-à-dire on prend des technologies d'aujourd'hui avec un concept opérationnel d'aujourd'hui et on fait mieux. C'est une amélioration. Là, il est clair que le flux de technologie va du civil vers le militaire, puisque le civil bénéficie des séries, bénéficie de tout un tas de choses. Dès qu'on passe à une évolution de concept opérationnel dans les technologies d'aujourd'hui, ça c'est ce qu'on appelle l'innovation de rupture, il y a un double flux, c'est-à-dire on commence par importer du civil vers le militaire, mais le changement de concept opérationnel fait germer des idées qui permettent de revenir vers le civil. L'innovation technologique pure, elle est plutôt risquée. Et là, soyons clairs, le flux va du militaire vers le civil. Et puis, il y a le ciel bleu, c'est-à-dire le nouveau business model, les technologies les plus en pointe. D'abord, cette innovation-là, elle est très rare. Je cite un exemple, moi, c'est le GPS. Parce que technologiquement, c'était juste fou. Et puis, le concept opérationnel, ça a changé complètement d'abord la vie des militaires et ensuite la vie des civils. Et là, ça foisonne dans tous les sens. Malheureusement, c'est trop rare pour qu'on puisse tirer des règles générales. Monsieur Collet-Billon, vous voulez réagir? Un bref retour sur Lancaster House, puisque je suis quand même en plein dedans en permanence. D'abord, première observation, les Britanniques tiennent vraiment très très fort à ce que ça perdure. C'est vraiment presque la moule accrochée au rocher breton, quoi, quelque part. Mais c'est vrai, enfin franchement, on a beaucoup de sollicitations et avec beaucoup d'aspects positifs.
L'ouverture vers l'Allemagne, bon, je reprends les propos de Christian, ça ne se fera pas dans le cadre du traité strict de Lancaster House, mais je crois qu'il y a des modalités d'association des trois nations qui peuvent être parfaitement trouvées. On va reprendre l'exemple du drone de combat. Nous avons toujours dit du côté franco-britannique qu'un jour, la discussion avec l'Allemagne sur ce sujet serait ouverte, inévitablement. On est assez conscient du poids financier que peut représenter le développement d'un drone de combat pour estimer utile de réfléchir à partager un peu plus le fardeau. Deuxièmement, dans le sens de Marouane, il y a un certain nombre de pudeurs qui sont effondrées en Allemagne. Elles ne portent pas simplement sur la possibilité de se réengager dans le monde extérieur militairement. Mais une autre forme de pudeur s'est effondrée. C'est au fond le regret de la puissance industrielle passée. Donc l'Allemagne a envie de reconstituer, et au-delà de ce qu'est Airbus en Allemagne aujourd'hui, une puissance aéronautique forte. Ils ont une tradition qu'on ne peut absolument pas mépriser, l'histoire le montre. Et le réinvestissement de l'Allemagne dans un secteur fort mérite notre attention et mérite qu'on soutienne peut-être cet effort pour en retirer des fruits. Je vais prendre un exemple. En termes de vente d'armes, ils sont bien. Oui, mais prenez un exemple. L'Eurofighter, sous ton contrôle, Marwan. L'Eurofighter, en termes de système, c'est davantage un produit britannique qu'un produit allemand, fondamentalement. Les choses vont s'inverser maintenant. Les Britanniques ont acheté le F-35, leur capacité à imaginer des systèmes nouveaux va peut-être s'étioler un peu au contact rude du conservatisme américain en matière de propriété industrielle sur des objets comme le F-35. Donc, là aussi, on va pouvoir retrouver des champs de manœuvre avec des gens qui sont prêts à regarder ça. Et je crois que les contacts qu'on a aujourd'hui avec le monde subpolitique allemand, parce que ça ne peut pas se traiter au niveau politique encore, montrent qu'il y a des perspectives tout à fait prometteuses dans ce domaine-là. Bon, sur l'innovation, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter au stade actuel. Je crois qu'on fait tout ce qu'on peut pour la soutenir du côté du ministère de la Défense dans les moyens budgétaires qui nous sont alloués aujourd'hui. Le Smart Business Act, le Small, pardon, et Smart en même temps. Je pense à Smart parce que ce qui n'est pas Smart aujourd'hui, c'est les modalités de contractualisation ou de subvention avec les PME. On a un dispositif à la DGA qui s'appelle Rapide. Les PME qui ont du bol reçoivent leur subvention en 6 mois, quoi, grosso modo. Donc, vraiment, elles sont bien vues, celles-là. Hein. Donc, il y a un temps de latence qui est absolument phénoménal du côté de l'administration, et c'est ce que je voulais dire en disant que l'administration doit s'adapter également. Le prescripteur doit s'adapter, et il doit retrouver des modes de fonctionnement qui soient radicalement différents de ceux qu'ils sont aujourd'hui. Il y a des choses qui méritent du temps. Quand vous lancez le développement du Rafale, bon, bah, évidemment, vous prenez le temps de bien regarder tous les aspects. Il y a des milliards qui sont en jeu. Il y a d'autres aspects. Il faut pouvoir mettre un petit ticket tout de suite, comme ça. D'où l'idée d'un fonds défense. Voilà. Voilà. Oui, je regardais. Est-ce que je sais pas pour avoir le dernier mot, certainement pas, mais avant de venir, je regardais la proposition de Thierry Breton. Bon, sur son fonds de défense, c'est ça auquel tu fais référence. Non. Non. C'est tellement beau que je cherche l'entourloupe, en fait, quand j'essaye de démonter le truc. Parce que, bon, c'est pas Thierry Breton qui est en cause dans ce que je suis en train de dire. C'est que créer un fonds qui va se financer sur les marchés pour rembourser le passé, c'est-à-dire la dette passée, disons, fléchée vers la défense, vers le financement des dépenses de défense. Ce qui permet de rapporter le ratio de dette publique française de 96% à 65%. Bon. Et l'allemand de 75 à 61, quelque chose comme ça. Bon. Et puis ensuite, ce fonds qui financerait une partie pour l'avenir des dépenses de défense, moi je trouve ça sympa, mais je n'ai pas encore trouvé totalement la faille, mais pour moi c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Je ne sais pas si tu as regardé. Alors, j'ai eu la leçon de Thierry Breton un certain nombre de fois. Ensuite, je prendrai des questions. Je ne sais pas s'il y a une entourloupe ou pas. Moi, je trouve ça plutôt... Non plus, mais c'est plutôt attractif par rapport au dispositif envisagé par la Commission européenne, qui est quand même une usine à gaz, qui consiste à dire on va piquer le fric des nations pour le mettre dans un pot commun en perdant du fric au passage pour réinvestir ultérieurement dans la défense. Là, il y a un truc, bon, c'est une mécanique qui ne me convient pas tout à fait.
Le fonds défense dont je parle, c'est pas du tout celui-là, c'est celui qui peut être créé en France à partir d'un certain nombre de choses. Donc, par exemple, les cessions des participations de l'État dans un certain nombre de sociétés, non pas de défense, puisqu'elles n'existent pas, mais des sociétés mixtes, disons ça comme ça, qui peuvent créer des facilités et des capacités d'investissement qui sont phénoménales, pour à la fois subventionner l'innovation, aider les PME peut-être à franchir le désert de Gobi qui les sépare de la production, de la mise en valeur de ce qu'ils ont imaginé, puis troisièmement, pouvoir agir défensivement sur le capital d'un certain nombre d'entreprises. Voilà. Et ça, on l'a pas. On l'a pas aujourd'hui, alors que même si ce ne sont pas des fonds d'État, les Carlyle et autres sont quand même des fonds totalement offensifs sur l'Europe aujourd'hui. Merci. Après cet échange, je suggère de prendre quelques questions dans la salle, s'il y en a. Je vous vois assez mal, je dois dire. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Sinon, on continue à débattre. Allez-y, madame. Est-ce qu'il y a des micros? Oui. Troisième rang, s'il vous plaît. Bonjour, je ne sais pas si je me lève. Maria Gabriela Sarra de l'Agence spatiale européenne. Voilà, donc les intervenants, le général de Villiers et aussi le Premier ministre l'État, donc avaient des vues un peu différentes sur l'Europe et l'Europe de la défense. Et j'aimerais savoir, en fait, vous, en tant qu'industriel, quelle serait votre vision de choses pratiques à mettre en place pour le futur. Enfin, donc le Premier ministre, l'État, a parlé par exemple voilà, de coopération des armées, mais comment est-ce que l'industrie peut aider à ça et quelles autres mesures pratiques vous verriez? Merci. Je vais peut-être commencer. J'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt et en même temps beaucoup de doutes les commentaires ou les recommandations qui sont faites sur l'Europe de la défense. Je fais un bref retour en arrière. À la fin des années 90, le discours était exactement le même que celui d'aujourd'hui, en disant il faut consolider la demande et l'offre. Et même si je partage ce que disait Christian de Boissieu sur la nécessité d'un tour supplémentaire de consolidation, mais il faut constater que l'industrie a fait son job. La consolidation industrielle, elle s'est faite. J'ai eu la chance d'être à deux moments clés présents et parmi les acteurs, et j'ai pu constater la différence d'attitude des autorités gouvernementales, la différence d'attitude à la Commission, quand on parle de concurrence, en face d'un projet de consolidation industrielle. Création de ADS, fin des années 90, l'histoire veut que ce soit voulu par les États, peu importe, je ne réécris pas l'histoire. Il y a un accord entre entreprises, cet accord entre entreprises est porté vers les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics disent formidable, formidable, grand projet européen, on est avec vous, on vous soutient. Bon, il y a quelques petits détails, mais les équipes s'en chargeront. On est donc fin 99. En 2012, un projet européen encore plus ambitieux, qui s'appelle la fusion entre ADS et BAE, avec la création d'un gigantesque consortium aéronautique, espace, défense, la première boîte de défense au monde, la première boîte d'aéronautique au monde. Pour une fois, l'Europe pouvait dire dans ce secteur-là qu'elle surclassait et de loin tous ses concurrents. Réaction, non pas des mêmes acteurs, puisque les personnes avaient changé, mais réaction des mêmes stakeholders politiques. En Allemagne, c'est Nein. En France, c'est pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi vous ne faites pas ça avec l'équipe d'avant ou avec l'équipe d'après? Et au Royaume-Uni, interesting, however, 13 pages de conditions. Donc, avant toute chose, en tant qu'acteur industriel, ce qu'il faut, c'est du souffle, de la vision, de l'envie d'Europe.
avant de rentrer dans les modalités pratiques. Les modalités pratiques, on a 12 idées par jour de modalités pratiques. Mais le souffle, la vision, l'envie ne sont plus là. Et tant qu'elles ne sont pas, malgré tous les discours, hein, et tant qu'elles ne sont pas là, il ne se passera rien. Désolé de casser l'ambiance. Vous êtes d'accord ? Je vais moduler ces propos. Là, déjà, était d'accord. Quand on a été informé du côté déjà, avant même les pouvoirs politiques d'ailleurs, des perspectives de ce rapprochement, moi j'ai dit non. J'ai dit non, puis Marwan m'a dit mais qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi tu es contre ? J'ai dit, voilà mes conditions. Ça a duré 15 minutes à peu près. Hein, voilà, puis c'était réglé. Donc après, on était pour. Mais bon, on n'a pas su convaincre nos autorités politiques, ça c'est parfaitement évident, puisque ça a capoté à l'arrivée. Mais sur le fond, c'était une perspective qui était intéressante à bien des points de vue, qui venait sous-tendre parfaitement les affaires de Lancaster House, d'ailleurs, puisque les aspects aéronautiques sont présents partout dans Lancaster House. Donc on a eu un soutien industriel bien facilité par rapport à ce qui peut être à certains égards. On doit souligner aujourd'hui que dans Lancaster House, on a un alignement des planètes qui est quasiment exceptionnel. C'est-à-dire que BAE parle d'assaut s'en foutre sur la gueule, pardonnez-moi l'expression, mais c'est à peu près ça. Snecma et Moteur et Rolls discutent bien. Les électroniciens Thales et Selex discutent également. Donc, au fond, ça aurait pu être encore plus facile et encore plus concrétisé avec l'initiative qui avait été proposée. Regret, effectivement, mais là, on ne peut pas aller contre le pouvoir politique. Les chefs sont là pour décider. Malheureusement. Ou pas. À vous de décider. Christian de Boissieu. Un mot par rapport à votre question. Moi, je pense qu'il y a deux approches possibles du sujet. Je vais utiliser le langage de la finance, mais vous allez comprendre. Bon, le top-down, on dit, sont les États qui se mettent d'accord. On fait ce qui est prévu par le traité de Lisbonne, la coopération permanente. Il faut être au moins 9 et on essaye d'avancer. Cette formule de coopération structurée permanente, elle a été inventée par le traité de Lisbonne pour la défense. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Bon, je constate que effectivement, on vasouille. Enfin, j'utilise mon vocabulaire. Alors, au niveau top-down, moi, je reviens sur mon triangle. On peut ouvrir le triangle. Je ne veux pas laisser l'Italie de côté. Il se trouve que dans le passé, j'avais travaillé un peu avec Finmeccanica, grande entreprise industrielle italienne du secteur, alors mixte, Leonardo, oui, tu as raison, c'était il y a longtemps, tu vois. Non, mais tu suis, mais j'y suis plus depuis quelques années, donc je n'ai pas suivi Leonardo. Bon, mixte, mais ils ont cette belle entreprise, ce n'est pas pour autant nécessairement que les Italiens vont marcher avec nous. On avait travaillé il y a quelques années en disant qu'il faut faire l'Europe avec ceux qui le peuvent et qui le veulent, ou qui le veulent et qui le peuvent. Bon, donc, ça c'est le top-down. L'approche bottom-up, c'est l'approche des entreprises. Citer les entreprises pan-européennes, enfin, ou multinationales au sens de très implantées dans plusieurs pays à la fois. Tu as cité Snecma, moi j'ai cité MBDA tout à l'heure. Est-ce que c'est ça l'Europe de la défense ? Peut-être. Et peut-être qu'à un moment donné, j'allais dire le top-down et le bottom-up vont se retrouver, j'en sais rien. Mais pour l'instant, on en est loin. C'est tout ce que je pense. Et est-ce qu'il est imaginable, à défaut de créer des champions de l'industrie de la défense européenne, une coopération sur les produits ? Combien il y a de producteurs de sous-marins en Europe ? Des sous-marins nucléaires, il n'y en a que 2, et encore, il y en a un qui ne produit pas de chaufferie nucléaire. Donc en réalité, il n'y en a qu'un. Et des sous-marins militaires ? Ça, je m'en fous. Enfin, moi, c'est pas mon sujet. Ça n'a pas d'intérêt. Ouais, je fais des sous-marins nucléaires, donc des gros bateaux. Il y a des Suédois qui ne sont pas très bien portants, des Allemands qui ont gagné un certain nombre de marchés, mais dont les résultats financiers ne sont pas exceptionnels, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis voilà. Et le gros marché en Australie, c'était pour nous. C'est vrai. Mais est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'on se tire pas quand même dans le pied entre Européens ? Si, alors c'est pas votre problème à vous, évidemment. Si, vous avez raison quand même. On a des entreprises qui sont présentes à l'exportation et qui se tirent la bourre. Résultat des courses, tout le monde fait des marges négatives, ça c'est clair. À l'exportation, ce qui est quand même un comble. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore interdit à des CNS d'exporter, mais il faudra qu'on y réfléchisse peut-être. Oui, Sylvie, la consolidation, elle se passe par étapes.
Et dans la situation idéale, la consolidation commence par une coopération. Avant de créer une société Airbus consolidée, donc ça remonte à 2000, il y a eu 30 ans de coopération au sein d'un GIE qui s'appelle Airbus. Donc oui, on peut coopérer, on peut travailler sur un objet commun, coopérer quelque chose, opérer ensemble quelque chose. Mais on n'a pas le temps d'attendre 30 ans. On n'a pas le temps aujourd'hui. Ça, c'est une des caractéristiques des risques de ce monde moderne. On en a parlé tout à l'heure, hein, c'est le général de Villiers qui a parlé de durée. C'est vrai aussi des entreprises. Et donc, si je reviens à ce que disait Christian sur la consolidation, il y a un tour supplémentaire à faire sur les grandes entreprises. Et puis sur les petites et moyennes, il faut voir que la majorité du tissu est née de programmes. Hein, ce qui fait bosser les industriels, c'est les projets. Il y a eu 2 grands projets, si je prends l'aéronautique, mais je pourrais parler d'autres choses. Il y a eu 2 grands projets qui ont vu naître une kyrielle de petites et moyennes entreprises. L'un est au milieu des années 70, c'est le premier Airbus, la 300. Et puis, la Rafale, sans mauvais jeu de mots, de ce qui s'est passé au milieu des années 80, c'est-à-dire la 320, le Rafale, justement, Ariane, bon, Helios, côté satellite. Eh bien, ces PME, si on fait l'hypothèse que leurs fondateurs avaient entre 30 et 40 ans à leur création, c'est de l'arithmétique élémentaire, les fondateurs ont aujourd'hui entre 65 et 80 ans. Donc il y a un problème de transmission. Problème de transmission, quand il y a un héritier ou un successeur désigné, c'est facile, mais dans la plupart des cas, la première question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une consolidation intelligente qui permet de sortir, de réaliser le patrimoine et néanmoins de continuer l'activité? Il faut penser que tous ces gens-là sont des passionnés et qu'ils ne sont pas là uniquement pour faire un coup et partir, ils sont là depuis 40 ans. On a encore quelques minutes, il y a une question tout au fond et une devant, et on va prendre les deux, et puis comme ça on pourra répondre aux deux successivement. Bonjour, Michel Cabiron de La Tribune. J'ai une question très pratico-pratique. Vous avez beaucoup parlé de dualité, vous avez même loué ce concept. Est-ce qu'il y a un risque pourtant que Airbus s'éloigne de ce concept? Et est-ce que la défense a trouvé une parade face à ce risque? C'est une question plutôt pour M. Collet-Billon. Je laisserai volontiers Marouane répondre. Moi, les activités militaires dans Airbus sont très importantes pour nous, puisque c'est notre premier fournisseur. Michel Cabirol, vous le savez très bien. Vous êtes venu à ma conférence de presse, je vous en remercie, mais je vois que vous n'avez pas tout écouté, manifestement. Les activités militaires dans Airbus sont extrêmement cantonnées pour nous. Et certaines d'entre elles sont tout à fait en corrélation avec les activités civiles. Donc je parle de la 400M, je parle des ravitailleurs. Ce sont des activités qui ont évidemment des interactions avec la production civile, avec le bureau d'études civiles de Airbus, tout à fait clair. Le reste est extrêmement sectorisé, ne pèse pas du tout le même poids financier. Il y a une activité hélicoptère qui d'ailleurs en réalité n'est pas une activité d'hélicoptère français, c'est une activité qui maintenant est totalement transfrontalière. Les hélicoptères étant réalisés à la fois en Allemagne, en France et en Espagne, je crois, notamment pour le dernier qu'on a commandé. Et là aussi, ça se nourrit du civil, et donc nous, on ne risque rien. Fondamentalement, le 225, le Caracal, tout ça, c'est la même famille, donc ça se nourrit l'un l'autre. Dernières activités, celles des missiles balistiques, celles-là, elles sont strictement cantonnées. Bon, le point de rencontre, c'est peut-être la production de propergol, point à la ligne, peut-être quelques idées concernant le guidage pilotage, mais pas beaucoup plus, en tout cas. Voilà, donc moi je ne crains pas grand-chose là-dedans, fondamentalement. Je ne crains pas grand-chose. Mon souci, c'est que Airbus en Allemagne devienne un acteur compétent en matière de système de combat aéronautique, de manière à ce qu'on puisse avoir un interlocuteur digne de ce nom dans les perspectives futures que j'ai tracées tout à l'heure.
C'est ça mon point. Tu es d'accord? J'allais dire, il faut poser la question à Airbus, mais je ne peux pas ne pas être d'accord. Puisqu'on a raté BAE, on ne peut pas rater Airbus. Oui, bonjour. Oui, alors effectivement, là, on a beaucoup parlé de dualité. Monsieur Christian de Boissieu, il parlait de diffusion. Alors, bon, en anglais, diffusion, c'est spin-off. Alors, quand on parle effectivement de transfert, on suppose toujours que c'est du militaire vers le civil. Mais en fait, il y a un nouveau concept qui, notamment pour le Japon, c'est plutôt le concept de spin-on. C'est-à-dire que vous prenez le cas du Japon. D'ailleurs, il y avait la ministre du Japon là, qui est intervenue, c'était au mois de janvier. Le cas du Japon qui a été interdit depuis 1945 de faire de faire du militaire, finalement, ils essaient vraiment de développer, surtout maintenant avec Donald Trump, il y aura finalement une baisse de l'ingérence des États-Unis là-bas. Donc le Japon commence à développer même des modèles, des modèles intellectuels très, très complexes. Donc, par exemple, il y avait une polémique, justement, quand le ministre du Japon était venu, j'avais cité la polémique du professeur Masahito Ishikawa, qui avait fait une main robotique. C'était donc un professeur japonais dans le domaine du civil. Et puis cette main, c'est une main avancée robotique. Les militaires s'étaient intéressés à cette main. Mais alors du coup, le professeur Masahito Ishikawa était très ennuyé parce que du fait de cette espèce de tabou un peu antimilitariste japonais, bon, ça c'était devenu très compliqué. Donc est-ce que vous pensez que dans le domaine des théories économiques, il n'y a pas de nouveaux travaux à faire? Et par exemple, il y a un mot très important, c'est le mot des offsets. Le mot des offsets, en 2013, il y avait toute une... Oui, il y avait, au Sénat, il y avait toute une journée consacrée aux offsets. Et alors, enfin voilà, donc surtout vas-y, oui. Il n'y a pas d'idéologie, ça ne va pas dans un sens ou dans l'autre. Quand vous prenez, si je prends comme illustration le groupe Airbus, dont je connais un peu l'activité, le groupe Airbus a désinvesti pour 7,5 milliards d'actifs entre 2013 et 2016. Mais il a investi aussi à peu près 1 milliard dans des ventures technologiques, dans des petites sociétés, dans des projets. Il n'y a pas un sens, ça va dans tous les sens. C'est ça qu'il faut retenir. Et quelle que soit l'innovation, elle est à la fois au coin de la rue et en même temps, elle peut être cachée pendant des années si on ne prend pas la peine d'aller la chercher. Voilà, malheureusement, on est obligé à nouveau de s'arrêter, mais pour rester dans les temps, je vous remercie.